Bonjour. Chose promise, chose due, même si la promesse date de bien longtemps. Je vais vous parler de la colonisation et de la décolonisation de l'Afrique noire. En matière d'histoire, on n'est jamais fautif d'être ignorant, car l'histoire est une transmission. Si on ne vous a pas transmis fidèlement et honnêtement le passé, comment pouvez-vous le connaître? Je sais que la quasi-totalité d'entre vous pense que la colonisation fut un mal pour l'Afrique noire et que la décolonisation fut l'aboutissement salutaire d'une longue lutte acharnée. Si c'est ce que vous croyez, alors vous vous trompez. C'est ce que je veux montrer en 4 parties avec une série de 4 vidéos. Dans cette première vidéo, nous allons voir dans quel contexte international l'entreprise coloniale européenne s'est généralisée en Afrique noire à la fin du 19e siècle. Je tiens à préciser que je ne suis pas historien, mais simplement un passionné d'histoire qui pense que cette matière est indispensable à la réflexion politique. Je soumets tout ce qui suit à vos critiques et je serai heureux d'en apprendre de vos commentaires, y compris de vos contestations justifiées. Donc, démarrons la première partie que j'ai intitulée « Colonisation du 19e siècle avec l'adhésion de l'Afrique noire ». Voici ce qu'un étudiant noir écrit à la fin des années 50 à Paris. Tout le continent noir avait eu son matin de clameur. Étrange aube. Le matin de l'Occident en Afrique noire fut constellé de sourires, de coups de canon et de verroteries brillantes. Ceux qui n'avaient point d'histoire rencontraient ceux qui portaient le monde sur leurs épaules. Ce fut un matin de Gésine. Le monde connu s'enrichissait d'une naissance qui se fit dans la boue et dans le sang. De saisissement, les uns ne combattirent pas. Ils étaient sans passé, donc sans souvenir. Ceux qui débarquaient étaient blancs et frénétiques. On n'avait rien connu de semblable. Le fait s'accomplit avant même qu'on prit conscience de ce qui arrivait. Un peu plus loin, ceux qui avaient combattu et ceux qui s'étaient rendus. Ceux qui avaient composé et ceux qui s'étaient obstinés se retrouvèrent le jour venu, recensés, répartis, classés, étiquetés, conscrits, administrés. Fin de citation. Administrer, ça veut dire coloniser. Comme cet étudiant noir que je viens de citer, Cheikh Hamidou Kane, qui écrivait que le colonisateur blanc était un inconnu qui débarquait, beaucoup de personnes croient que c'est à la suite du congrès de Berlin de 1885 que les Européens débarquèrent en Afrique noire pour se ruer sur les pauvres populations locales et les soumettre manu militari, et ensuite les maltraiter pendant plus d'un demi-siècle de colonisation. Oubliez tout ça, car c'est totalement faux. À la fin du 19e siècle, le blanc ne débarque pas en Afrique noire. À la fin du 19e siècle, nous sommes à 4 siècles de présence européenne en Afrique noire. 4 siècles. Pas 4 ans, pas 40 ans, 400 ans. La rencontre entre le blanc et le noir fut l'une des plus pacifiques de la période de grandes découvertes. Les Portugais sont les premiers sur les côtes de l'Afrique noire. Ça ne s'est pas passé comme aux Amériques où les Espagnols ont massacré les Amérindiens, non pas du tout. Dans le golfe du Guinée, un commerce de troc entre Portugais et Africains ne tarde pas à se mettre en place, justifiant la construction en 1482 par les Portugais du château d'Elmina, le premier établissement européen, d'où ils réalisent le commerce d'esclaves, d'or, de couteaux, de miroirs, de perles, de fusils et autres. Le château d'Elmina, en fait, c'est la mine. Comme ils trouvaient beaucoup d'or à acheter dans la région, donc ils ont baptisé la région Lamine, Elmina. Ils ont construit en 1482 le château d'Elmina.
le premier établissement européen en Afrique. Les bonnes affaires que font les Portugais attirent des commerçants hollandais, suédois, danois, anglais, prussiens. Les Français viendront bien plus tard. Des commerçants qui, à l'image des Portugais, choisissent de s'établir le long de la côte, surtout le littoral atlantique africain. Dans le golfe de Guinée, en quelques décennies, les châteaux fortifiés se succèdent en ordre serré sur le littoral, car les Européens rivalisent entre eux pour implanter des postes fixes ou rassembler plus facilement les marchandises, y compris les captifs. Bientôt, on aura la côte de l'or hollandaise, la côte de l'or danoise, la côte de l'or anglaise, des bouts de littoral loués par les populations locales, par les souverains locaux. Du côté des Africains, les potentats locaux se battent pour posséder le plus possible de façades maritimes. Ces terres qui, depuis l'apparition des Blancs, sont devenues les plus enrichissantes, l'espace le plus vital. Donc le partenariat entre marchands européens et potentats locaux est lancé, permettant les premiers établissements de Blancs en Afrique noire. Nous allons donner quelques établissements juste pour bien situer le contexte. On a donc Elmina, dont je viens de parler. Présent dans la région depuis 1471, les Portugais construisent en 1482 le château d'Elmina, qui est le premier établissement européen. On a Luanda. Fondé par les Portugais en 1576, le fort de Luanda a été lancé avec une centaine de familles de colons et 400 soldats, donc une petite communauté. La ville gagne rapidement en importance et sert spécialement de centre de traite négrière vers le Brésil. Les Portugais avaient le Brésil qui était en face et c'était Luanda qui alimentait le Brésil. Aujourd'hui, Luanda, c'est en Angola. Nous avons Saint-Louis. Après un premier établissement dès 1638, la ville de Saint-Louis est fondée en 1659 par les Français, après que ces derniers soient devenus dominants dans la rivalité qui les opposait aux Portugais et aux Hollandais. Dakar sera fondé 2 siècles plus tard, au Sénégal. Dans le Cap, après la découverte de la région par les Portugais Bartolomé Diaz, Vasco de Gama, ça c'est des noms que nous entendons depuis que nous sommes à l'école primaire. Donc après la découverte par les Portugais, ce sont les Hollandais qui créent en 1652 la ville du Cap, destinée à être une station de ravitaillement pour les bateaux qui sont en partance pour l'Indonésie ou en provenance de l'Indonésie, puisque les Hollandais possédaient l'Indonésie à cette époque. Nous avons Assini. C'est dans la seconde moitié du XVIIe siècle que des missionnaires et commerçants français s'installent à Assini. Il y a même un fort qui va être créé, mais qui ne va pas durer longtemps. Et tout le monde se souvient de l'histoire du prince Aniaba et de son cousin Banga, qui vont être emmenés en France et qui vont rencontrer Louis XIV. Aniaba, plus tard, sera employé dans l'armée française. Donc Assini, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire actuelle. Nous avons Ouida. C'est depuis la fin du XVIIe siècle que les Britanniques établissent un fort à Ouida, qui devient dès la décennie 1720 le plus grand fournisseur d'esclaves aux marchands européens pour le compte du puissant royaume du Dahomey situé à l'intérieur des terres. Les Britanniques abandonneront Ouida, qui finira par se retrouver sous contrôle français. Donc voilà, tout de suite, il y aura des établissements sur tout le littoral africain, du Sénégal jusqu'en Angola, jusqu'à la pointe de l'Afrique du Sud, de l'autre côté. Et certains de ces établissements vont, avec les années, les décennies passant, évoluer vers des protectorats. Alors, c'est quoi les protectorats?
autant les Européens se battent pour avoir des bouts de littoral, ben, autant les Africains se battent de l'autre côté. Et tout cela crée de l'insécurité qui n'est pas bon pour le business. Donc au début, les Européens demandent à leurs alliés africains de fournir quelques gaillards là pour créer une milice indigène encadrée par des militaires européens et de transformer les comptoirs finalement en des citadelles imprenables tout en mettant les troupes ainsi créées au service des chefs africains alliés. Donc, pour les potentats locaux, pour les chefs alliés, quand tu arrives à un tel accord de protectorat avec les Blancs, c'est un plus, c'est un must. Parce que, bon, ben, désormais, tes rivaux, ils ont peur de toi. On sait que toi, tu as des forces armées, encadrées, armées par les Blancs. Donc, ça sécurise le business pour tout le monde. Par la suite, les protectorats vont évoluer dans leurs missions et leurs activités. En fait, les Blancs pensaient que si la compagnie commerciale, au lieu de se contenter du commerce et de l'occupation militaire, la sécurité du bout de littoral, si la compagnie commerciale prenait carrément sous sa protection des chefs locaux, ceux-ci concédant en échange, en contrepartie, soit des terres à exploiter, soit le revenu de l'impôt. En gros, c'est quoi? Disons, bon, les gens sont là, ça fait 20, 30, 40 ans, parce que cette histoire a duré 3 siècles quand même. Donc, au bout de quelques décennies, le commerçant européen se dit, mais pourquoi est-ce que je ne fais qu'acheter de l'or à ces Africains? Ben, donnez-moi une concession, moi, je vais exploiter des minerais d'or. Voilà. Et, ou bien, bon, je vais prélever l'impôt sur tous les commerçants qui passent par là pour que, bon, on puisse non seulement, comment dire, donner plus de consistance, plus de sécurité à notre business et que, ainsi, bon, les affaires soient beaucoup plus intéressantes pour tout le monde. Donc, les protectorats vont évoluer finalement dans cette démarche-là vers des concessions de souveraineté. Parce que maintenant, on leur donne des terres à exploiter. Nous n'allons pas rentrer dans les détails ici, mais quand on arrive au stade du protectorat, il faut bien comprendre que ce ne sont plus seulement les marchands européens, les commerçants, mais ce sont les États européens eux-mêmes qui s'impliquent dans l'entreprise, dans le phénomène. Et le protectorat, ben, c'est le début de la colonisation. Pendant 3 siècles, le commerce triangulaire se porte à merveille, apporte une contribution essentielle à la prospérité des Amériques, enrichit aussi bien des villes portuaires en Europe que des potentats locaux africains. Sans parler de tous les commerçants, tous ceux qui font le trafic maritime, tous les marins qui s'enrichissent. On peut imaginer les conditions difficiles, inhumaines, dans lesquelles vivent les captifs et les esclaves, aux Amériques comme en Afrique noire. Donc, il va se passer 2 phénomènes importants au début du 19e siècle. Primo, depuis le 18e siècle, il y a un mouvement abolitionniste qui fait de la traite négrière et de l'esclavage des pratiques inacceptables d'un point de vue moral. Secondo, la population d'esclaves noirs, à la fin du XVIIIe siècle, a atteint un nombre tel que la procréation suffise à la maintenir à un niveau requis de fourniture de main-d'œuvre pour la production, pour l'économie. Ça fait 3 siècles qu'on fait venir des Noirs. Bon, il y a des femmes noires maintenant ici qui font des enfants. On n'a plus besoin d'aller chercher encore des Noirs en Afrique. Donc, pour ces 2 raisons, raison morale et raison économique, raison démographique, les Européens décident l'interdiction de la traite négrière. Ah, c'est une décision importante. Ça fait 3 siècles que ce phénomène, cette activité enrichit tout le monde. Et puis bon, ben, début du XVIIIe siècle, interdiction de la traite négrière. Ce sont d'abord les Britanniques qui prennent la décision en 1807. Et ensuite, il y a le Congrès de Vienne de 1815 qui prend cette décision pour l'ensemble des États européens. Il n'y a que le Portugal qui va continuer
la ligne entre Bahia, dans le Nigeria, au Brésil, pardon, et Lagos, dans le Nigeria actuel. Il n'y a que la ligne Bahia, Lagos, qui va continuer jusqu'à la fin du 19e siècle. Et c'est une situation compliquée, nouvelle et compliquée pour les États africains. Ça fait 3 siècles que les gens vivent de ça. Il y a des États qui sont créés depuis un siècle et demi, qui ne vivent pratiquement que de la traite négrière. Donc, les gens vont chercher par tous les moyens pour contourner cette interdiction, la contrebande qui va se mettre en place, s'organiser. Et les États européens vont mener 2 actions essentielles pour pouvoir faire respecter cette interdiction. D'abord, il y a le raisonnement des bateaux. En pleine mer, on contrôle les bateaux. Et quand on voit dans les cargaisons des esclaves, ben, on les retourne sur les côtes africaines. C'est ainsi que des villes comme Freetown en Sierra Leone ou Libreville au Gabon, ces villes vont recevoir beaucoup d'esclaves retournés sur les côtes africaines. Ça, c'est la première mesure. Arraisonner les bateaux, faire retourner les cargaisons d'esclaves sur les côtes. Deuxième mesure, il y a la diplomatie financière. En fait, bon, les Occidentaux se disent, les Africains sont des partenaires, ça fait des siècles qu'on travaille ensemble, nous ne voulons plus d'esclaves noirs, mais bon, on ne va quand même pas les abandonner comme ça, il faut les dédommager, il faut essayer de trouver une solution pour qu'ils puissent, comment dire, qu'ils puissent accepter cette décision, pour qu'ils puissent, que la pilule ne soit pas trop amère. Donc, très engagé dans ce combat humaniste, l'Angleterre tente de procéder par des arrangements financiers. Il s'agit de compenser la perte de revenus des potentats africains, perte due à l'arrêt de la traite négrière qui leur est de plus en plus exigée, et espérer faire disparaître progressivement l'esclavage. Le Royaume-Uni initie alors la diplomatie financière, comme nous le relate ici Philippe Delorme. Ainsi, le roi de Madagascar, Radama, renonce en 1817 à la vente aux trafiquants européens, moyennant une allocation de 10 000 $ durant 3 ans. En 1842, des chefs du Nigeria et du Cameroun concluent des accords similaires. Plus tard, George Urubiji People, souverain de Boni, un État esclavagiste du delta du Niger, acceptera une transaction similaire avant de reprendre ses activités illicites. Donc voilà, on essaie de tout faire pour que l'interdiction soit respectée. Mais il faut dire que ce 19e siècle est marqué par un certain nombre de traits qui sont importants à évoquer pour voir comment est-ce que petit à petit, on va aller vers la généralisation de la colonisation. Après l'interdiction de la traite négrière, les abolitionnistes et autres amis des Noirs poursuivent leur combat moral pour abolir l'esclavage. Ils disent non, ce n'est pas seulement la traite négrière, il faut abolir même l'esclavage. Non seulement aux Amériques, mais aussi sur le sol africain. C'est de là-bas que vient le problème. Et il y a des esclaves affranchis qui participent à ce combat des abolitionnistes, qui vont écrire des livres pour raconter comment est-ce qu'ils ont été enlevés et vendus. On a le Fanti, Kobena Kongwano, qui a écrit un livre en 1787 pour expliquer comment à 13 ans il a été enlevé par des gens qui l'ont vendu sur un bateau. Il y a le Ibo, Oloda Etiano, qui a écrit un livre en 1789, un Ibo, un Nigérien, pour expliquer comment à 11 ans il a été enlevé et vendu. Donc tout cela va, des livres qui vont avoir du succès et susciter vraiment l'émotion de l'opinion, vont frapper l'opinion en Occident pour dire non, non, il faut aller en Afrique, c'est là-bas qu'il faut aller tuer le mal, faire disparaître ce fléau. Le 19e siècle est aussi marqué par un développement formidable de la mobilité sur la planète, grâce au transport maritime. C'est un siècle où les gens voyagent, il y a des bateaux. Bon, avant, c'était seulement les explorateurs. Non, mais là, c'est pratiquement, c'est démocratisé. Des commerçants, des missionnaires, des journalistes, des aventuriers parcourent le monde, y compris l'Afrique.
Donc les gens voient ce qui se passe sur le continent noir. Et aussi très important, il y a des Africains aussi qui voyagent. Parmi les élites africaines, il y en a qui sont en relation d'affaires avec les Européens, des gens qui voyagent. Et il y a même quelques jeunes Africains qui vont en Europe faire des études. Donc il y a des Africains qui voyagent. Et pendant ce temps, la grande majorité de la population africaine subit le joug de potentats locaux esclavagistes. C'est vrai que la traite est interdite, la traite atlantique est interdite, mais les gens, comme on l'a dit, cherchent à contourner ou se tournent désormais vers le Maghreb. Je sais que dans l'espace Akan, le marché de Salaga va s'ouvrir, où les gens vont chercher maintenant à aller vendre plus d'esclaves vers les pays arabes. Donc les grands États africains restent des États esclavagistes, le Dahomey et l'Ashanti, au niveau du golfe de Guinée. Il y a l'empire tout couleur de El Hadj Oumar Tall ou bien l'empire Ouassoulo de Samori au niveau d'Abouk du Niger, ce sont des États esclavagistes. L'empire du Rabat entre le Tchad et le Soudan actuel, c'est pareil. Le domaine de Tipotip ou bien le royaume de Msiri au niveau du bassin du fleuve Congo, dans le bassin du fleuve Congo, c'est des États esclavagistes. Et comme je vous ai dit que on est dans un monde ouvert et que les gens voyagent, il y a des fois des événements importants dans ces États africains-là qui font l'objet de reportages de journalistes occidentaux. Et je vais vous relater un événement important qui se passe en Afrique, qu'on trouve dans les journaux à Paris. Doucement, majestueusement, il égorgea avec un large coutelas, aux manches richement ornées, les 12 premiers captifs. Après lui, les grands dignitaires opérèrent de la même façon, avec des couteaux à lame d'argent, à lame de cuivre ou à lame d'acier, selon leur rang. Les exécuteurs ordinaires firent ensuite leur œuvre et abattirent 1000 autres têtes. C'est ainsi, selon la tradition des grandes coutumes, que Béhanzin, 11e roi d'Abomey, ouvre les célébrations de son avènement le 30 mars 1890, marqué par une débauche de sacrifices humains. Ce massacre de milliers d'esclaves à Abomey fait l'objet d'articles dans la presse parisienne de l'époque, comme dans l'édition du 5 avril 1890 de l'Universel illustré. On cite. Pendant ces 2 dernières nuits, il est tombé plus de 500 têtes. On les sortait du palais à plein panier, accompagnés de grandes calebasses dans lesquelles on avait recueilli le sang pour en arroser la tombe du roi défunt. Les corps étaient traînés par les pieds et jetés dans les fossés de la ville où les vautours, les corbeaux et les loups s'en disputent les lambeaux qu'ils dispersent un peu partout. Le journal de voyage y va de son commentaire indigné. Et pourtant, les immolations continuent, le sang coule, les victimes gémissent tandis que des rondes infernales, des chants, des cris d'ivresse célèbrent le rite sanguinaire de ces hideuses coutumes. Donc voilà ce que les gens peuvent aller voir en Afrique à la fin du 19e siècle. Et pendant ce temps, pour les masses africaines, les masses voient ce qui se passe dans les protectorats. Je vous ai dit que les protectorats sont des territoires sous administration européenne, avec une certaine organisation, des services publics de santé, d'éducation, d'urbanisme, de l'habitat rendu, un certain respect de la dignité humaine, l'esclavage ou les sacrifices humains. Ah non, il n'y a pas ça dans les protectorats. Donc, cela attire, il y a de l'attrait pour la vie qu'il y a dans les protectorats. Et la majorité des Noirs a pu observer les progrès et le confort de vie dans les protectorats administrés par les Européens depuis de nombreuses décennies. Par exemple, dans l'espace Akan, où le protectorat britannique a côtoyé pendant
plus d'un demi-siècle la puissante confédération Ashanti, toutes les populations voyaient bien que routes, écoles, hôpitaux et paix civile, tous ces bienfaits apportés par le blanc ouvraient sur un univers plus sécurisant et plus radieux que les incessantes guerres tribales et les nombreux sacrifices humains de Koumassi. À Koumassi, des fois, il y a d'autres témoignages, c'est des dizaines, des centaines de têtes qui traînent dans les rues après les sacrifices humains. Donc, en 4 siècles, la réputation du blanc avait eu le temps d'atteindre le coin le plus reculé ou le plus isolé du monde noir. Les Noirs voulaient autre chose. Donc, d'une façon générale, les Noirs, appréciant l'émancipation et le confort de vie offert par la gouvernance du blanc, le temps passant, on s'achemine vers de plus en plus d'administration européenne du territoire du continent noir. Le noir est demandeur de l'administration du blanc et le blanc est de plus en plus intéressé par le deal. En fait, c'est quoi? Pourquoi est-ce que les blancs aussi sont intéressés par cette entreprise coloniale? Il y a 3 raisons principales. D'abord, comme on l'a dit, le 18e et le 19e siècle sont marqués par un volontarisme humaniste en Europe, courant dans lequel s'inscrit le combat des abolitionnistes contre l'esclavage et la traite négrière. Il y a aussi la soif de connaissances géographiques, la curiosité scientifique, et donc ce mouvement anti-esclavagiste concourt à l'affirmation d'une certaine révolution intellectuelle qui éveille un intérêt nouveau pour l'Afrique noire. Ensuite, découvrant tous ces peuples à qui il reste à apporter charité chrétienne et foi en Jésus, l'Église se montre intéressée à l'aventure africaine. Enfin, après la révolution industrielle, pour cette Europe qui a perdu l'essentiel des Amériques depuis le début du 19e siècle. Il y a eu d'abord, au 18e siècle, les États-Unis qui ont pris leur indépendance. Donc la Grande-Bretagne a perdu les États-Unis. Au début du 19e siècle, tous les pays de l'Amérique latine ont pris leur indépendance. Donc pour cette Europe, l'Afrique constitue une opportunité à saisir pour garantir ses approvisionnements en matières premières et s'assurer des débouchés pour ses produits manufacturés. Donc il y a eu une révolution intellectuelle, il y a eu un engagement religieux et il y a des préoccupations économiques qui font que l'Europe est motivée aussi pour cette aventure coloniale en Afrique. Mais je vous ai parlé des Africains qui sollicitaient les Européens. Il faut que je vous donne quelques exemples pour bien marquer ce fait-là. Les chefs de Tswana vont envoyer plusieurs courriers à la Grande-Bretagne pour la supplier de les prendre sous son administration. Ce qui fut fait en 1885 par la création du protectorat de Bechuanaland sous administration directe des Britanniques. C'est le Botswana actuel. Anéo. Les élites d'Anéo, qui étaient parmi les élites les plus évoluées, en tout cas du Golfe de Guinée. C'était des gens qui étaient dans le négoce international, des gens qui voyageaient. Donc les élites anéo vont solliciter à plusieurs reprises depuis 1881 la France, qui ne se montrait pas intéressée. La France n'était pas très intéressée. Donc finalement, ils vont se tourner vers l'Allemagne. Et c'est ainsi que les Allemands qu'est né le protectorat allemand du Togoland, le Togo actuel. Dans l'espace Akan, les Agnis vont se précipiter dans les bras de la France pour s'affranchir définitivement du terrible joug Ashanti. Quand les Agnis ont vu les Français, ils disent prenez-nous, pardon, pour qu'ils ne soient plus dépendants de l'Ashanti, parce que tout le monde fuyait les Ashanti. Le pays Moussi, en juin 1888, Bukari Koutou, le futur Moronaba Wabogon,
va à la rencontre de l'explorateur Binger et lui offre des présents pour sceller son amitié avec l'explorateur français. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Mais parce qu'il voyait très bien comment est-ce que les populations en Basse-Côte évoluaient, s'émancipaient à travers, grâce à leur collaboration, grâce à la collaboration du Blanc. Et il voulait ce bien pour son pays, il voulait aussi l'émancipation de son peuple. Donc il va aller sceller une amitié avec l'explorateur français qui arpentait toute cette zone. Et c'est comme ça que le pays Moussi va s'offrir à la France. Mais le pays Moussi, il faut dire, les États Moussi sont parmi les États les plus vieux de l'Afrique noire. Jusqu'à aujourd'hui, je dirais, bon, maintenant, ce sont les États modernes, mais les royaumes Moussi faisaient partie des États les plus vieux de l'Afrique noire. Les Moussi ont résisté au Ghana, ont résisté à l'islam, ont résisté aux Mandingues, ont résisté au Songhai. Si les royaumes Moussi n'avaient pas voulu de la France, mais on parlerait aujourd'hui de la résistance Moussi comme l'une des plus grandes résistances à la pénétration coloniale européenne. Si les Français ont pu collaborer avec le Moussi, c'est parce que le Moussi voulait. Le Moussi était demandeur. Que dire des Fanti et leurs alliés du Sud dans l'espace Akan, qui suscitèrent et participèrent à la soumission de l'Ashanti par la prise de Koumassi en janvier 1896. Donc la colonisation de l'Afrique noire ne fut pas le résultat d'un braquage, du blanc qui débarquait. Elle s'est plutôt imposée après 4 siècles de contacts et de commerce comme une évolution souhaitée par une majorité du monde noir. Ça, c'est très important. Très important, mais quelque chose qu'on cache. Les Africains de cette époque n'étaient pas des imbéciles. Dans le contexte international de l'époque, ils voyaient bien que le blanc avait des compétences dont il appréciait. Ils appréciaient les fruits. La santé, l'éducation, l'urbanisme, la production de biens, l'insertion dans le marché mondial, la modernité, le bien-être général. Solliciter les compétences extérieures est plutôt une marque d'intelligence. Et ce n'est pas seulement les Africains qui ont eu à solliciter l'extérieur, même les grandes nations européennes. Et il faut que je vous donne des exemples. L'Angleterre, une grande nation comme l'Angleterre, au XVIIe siècle, pour faire face à la France belliqueuse de Louis XIV, Louis XIV ne faisait que des guerres, hein. L'Angleterre n'hésite pas à se donner un roi hollandais, Guillaume III d'Orange, qui s'était montré capable d'affronter le roi Soleil dans la défense des intérêts de son pays. Les Hollandais, les Anglais n'ont plus porté leur roi. La Suède, au début du XIXe siècle, suite aux nombreuses conquêtes du premier empire français, la Suède ne veut rien de moins sur son trône qu'un officier français, un collaborateur de Napoléon Bonaparte. C'est ainsi que sera choisi comme héritier au trône Jean Bernadotte, un Français qui n'a rien de suédois, qui devient roi de Suède en 1818 sous le nom de Charles XIV Jean. Sa descendance, les Bernadotte, règne encore aujourd'hui en Suède. La Belgique. Quand la Belgique est séparée de la Hollande en 1830, les Belges cherchent pour les gouverner quelqu'un qui connaît les affaires du monde, les affaires militaires, les affaires diplomatiques. C'était une période très compliquée au niveau de l'Europe. Alors, ils ont trouvé un noble allemand naturalisé britannique qui a servi dans l'armée russe et ils en ont fait leur roi. C'est ainsi que Léopold von Sachsen-Coburg-Gotha devient Léopold Ier, roi des Belges. Il n'avait rien de belge au début. Donc les Tswana, les élites d'Anéo, les Akans ou les Moussi, comme bien d'autres Africains, qui ont sollicité la collaboration du Blanc, ont agi avec la même sagesse que les Anglais, les Suédois ou les Belges. Gouverner dans un contexte particulier peut exiger des compétences qu'on va chercher ailleurs. C'est de l'intelligence et de la sagesse.
Alors, fallait-il, pour les Européens, fallait-il abandonner l'Afrique noire à son triste sort, tout en continuant à lui prendre toutes ses richesses, y compris sa population active, réduite en esclavage, ou, au contraire, lui tendre la main pour la conduire dans le concert des nations, partageant un certain nombre de valeurs, de connaissances, de capacités. C'était ça la question qui se posait pour les Européens. Les Européens auraient-ils mieux fait d'agir comme les arabo-musulmans qui ne faisaient que prendre à l'Afrique noire ou anéantir les puissances noires? Avant l'avènement de l'Europe, les arabo-musulmans ont profité pendant des siècles de ce que l'Afrique noire pouvait offrir en veillant à ce qu'elle reste faible, au besoin par des expéditions militaires destinées à l'anéantissement des États noirs consistants. Je vous donne des exemples. En s'emparant de Kumbi Salé, en l'an 1076, les Almoravides amorcent le déclin du Ghana. Cet État qui a été pendant près de 3 siècles l'interface entre l'Afrique noire et le Maghreb. Ce sont les Almoravides qui ont détruit le Ghana. Plus tard, le Maroc, pour s'emparer des richesses du Songhai, son grand partenaire subsaharien. Le Maroc envoie une expédition armée en 1591 qui écrase les Noirs à la bataille de Tondibi, envahit et provoque le déclin de l'État soudanais, le déclin du Songhai. C'est le Maroc qui a détruit le Songhai. Sur le littoral est de l'Afrique, Oman qui est de la péninsule arabique, pendant des siècles, Oman, à partir de Zanzibar, a entretenu un commerce florissant des ressources de l'Afrique centrale, avec une implantation territoriale dans le bassin du Congo, du fleuve Congo, jusqu'au 19e siècle, sans apporter la moindre émancipation aux Bantous qui alimentaient sa traite négrière. Donc voilà, fallait-il que l'Europe fasse pareil que le monde arabo-musulman, ou fallait-il que l'Europe réponde favorablement à la sollicitation des élites noires, ainsi qu'aux exigences morales de l'époque? Ce sont ces questions-là qu'il faut se poser. L'Europe a été au rendez-vous de l'histoire par la conférence de Berlin. Ce n'est pas comme les gens le disent, la conférence de Berlin qui a partagé l'Afrique, non. L'Europe avait des raisons, des motivations d'être intéressée par l'entreprise coloniale et pour éviter des rivalités inutiles. Les Européens ont fait cette conférence pour établir des règles de partage. On n'a rien partagé, on a établi des règles de partage. Et il y a eu aussi un accord sur la zone du bassin du Congo, qui était en fait une région qui était très peu connue à cette époque-là. Donc il y a eu un accord pour la gestion du bassin du fleuve Congo. La généralisation de l'Afrique, de la colonisation de l'Afrique noire à la fin du siècle résulte donc de la convergence de deux volontés, deux aspirations. Les Européens voulaient, les Africains voulaient. Mais je sais que ce n'est pas ce qu'on vous a appris. Alors, nous allons finir notre propos par une observation. Le Congo belge, la RDC aujourd'hui, c'est plus de 2 345 000 km². Plus de 2 345 000 km². Soit plus de 4 fois la superficie de la France métropolitaine. Léopold II, qui a fondé cet État, n'avait au début que quelques centaines d'agents blancs et le recensement de l'année 1908 donnait 2943 blancs. Donc, après près de 30 ans de colonisation, il n'y avait même pas 3000 blancs. Alors, je vous pose la question. Pensez-vous qu'on peut maîtriser un territoire 4 fois plus vaste que la France métropolitaine, avec seulement 3000 blancs, même moins de 3000 blancs, si il n'y a pas une adhésion des populations locales au projet?
Réfléchissez-y. Ainsi prend fin la première partie. Dans la deuxième partie, nous verrons d'abord si l'entreprise coloniale européenne a tenu ses promesses en Afrique noire. Si les Africains voulaient quelque chose. Est-ce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient? Et ensuite, comment les superpuissances de l'après-guerre, les États-Unis et l'Union soviétique, vont imposer la décolonisation et embarquer l'Afrique noire dans le sens de l'histoire. Si vous trouvez utile ce que fait Mathieu Afrique, cette chaîne, vous devez contribuer à son succès. Likez et commentez la vidéo. Abonnez-vous pour être informé de nos diffusions et partagez la vidéo pour faire connaître Mathieu Afrique. À très bientôt pour la deuxième partie et je vous remercie.